évidemment, l'audace, ce sont les jeunes. Il y a le nerf de la guerre, la recherche, l'argent, le temps long, celui de l'avenir, et donc celui des jeunes. On l'a bien compris à travers les différentes et précédentes interventions. Alors eux, les jeunes, n'ont que leur argent de poche, mais ils sont bourrés de bonnes idées et d'énergie surtout. Et puis lui, eh bien, il est professeur au Collège de France, historien de la littérature française et contemporaine. Ce qui les unit, c'est la volonté d'être utile aux autres. Ils nous rejoignent, le professeur Antoine Compagnon, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire littérature française moderne et contemporaine. Je vous en prie, vous pouvez entrer. Alice et Antoine, élèves de l'école Arago, CM2, Paris 13. Allez-y, venez, venez. Accompagnés de Gaël Pfister. Voilà, monsieur Compagnon, je vous invite à venir ici. Alice, Antoine, vous pouvez vous mettre là. Et Gaël va venir nous rejoindre. Merci en tout cas, c'est impressionnant. Vous voyez, je n'ai pas mis de cravate, tout va bien, il n'y a pas de problème. Vous êtes content d'être là? Alors attendez, vous avez des micros, tiens, on va... Qu'est-ce que ça vous... C'est la première fois que vous intervenez en public comme ça? Devant tout le monde? C'est pas une classe, c'est une grande classe là en tout cas. Antoine, ça va? Bon, alors vous allez nous expliquer dans un instant ce sur quoi vous avez travaillé en fait. Vous allez nous dire tout simplement, avec vos mots, avec ce que vous avez envie de transmettre, parce que vous avez appris plein de choses. Gaël va nous l'expliquer. Bonjour Gaël. Vous êtes donc, alors vous aussi professeur des écoles, vous enseignez, enseignant donc au collège, à l'école Arago, dans le 13e. Expliquez-nous cette démarche. Alors, avec l'école de la philanthropie. L'école de la philanthropie, on va y revenir tout à l'heure, puisque c'est une initiative de la Fondation Rothschild, il y a également la Fondation de France, on va y revenir. C'est quoi l'école de la philanthropie finalement? Alors ma classe de CM1 a participé l'année dernière à un parcours citoyen proposé par la Ligue de l'enseignement de Paris en partenariat avec l'école de la philanthropie, donc, qui est une association soutenue par la Fondation de France et la Fondation Rothschild, comme vous l'avez dit. Ce parcours vise à sensibiliser les enfants à l'engagement, la solidarité, dans le cadre d'un enseignement interdisciplinaire tourné vers l'éducation morale et civique. Alors, comment s'organise ce parcours? Eh bien, il s'organise autour de 2 axes durant une année. D'une part, il s'agit d'une sensibilisation au concept de philanthropie via des actions culturelles, telles le cinéma, le théâtre. Et d'autre part, il s'agit de mobiliser les enfants pour une cause qu'ils ont choisie et d'associer donc une association de proximité à cette action. Vous consacrez combien de temps sur l'année scolaire à l'école de la philanthropie? C'est distillé dans le temps? Ce sont des ateliers? C'est impossible à comptabiliser en temps parce que cette initiative impulse beaucoup d'autres liens en réseau et au final, ce n'est pas comptable. Ce sont combien d'élèves au total? Alors l'année dernière, donc Antoine et Alice représentent ici la classe que j'avais l'année dernière, composée de 26 élèves. Et nous avons tous été très impliqués dans ce projet. Ils ont vraiment été investis, ils se sont montrés très enthousiastes. Et c'était vraiment un bonheur de partager cette expérience avec eux, une expérience extrêmement riche que nous avons pu vivre grâce à 2 associations auxquelles nous avons fait appel. D'une part, l'eau et le pont, qui s'intéresse à l'accès à l'eau potable pour tous, puisque c'est la cause que les enfants avaient choisi de défendre. Et d'autre part, l'association La Mie de Pain, qui accueille les personnes marginales, donc qui vivent dans la rue, et qui leur offre un endroit pour pouvoir être accueillis et trouver un peu de réconfort. Donc sur ces projets, vous travaillez à la fois à l'école, enfin je dirais l'école traditionnelle, avec l'école de la philanthropie, et les élèves sont amenés aussi à aller sur le terrain pour parler, pour rencontrer les acteurs. Ça, c'est une partie importante aussi de l'action. C'est absolument essentiel de leur montrer que ce qui est appris à l'école ne reste pas entre ces murs. C'est vraiment fondamental de donner du sens aux apprentissages et de faire le lien pour qu'il y ait également un apprentissage expérientiel qui puisse mettre en œuvre tout ce qu'ils ont appris en théorie
Et puis, je pense que c'est ce dont ils se souviennent le plus au final. Ils vont se souvenir qu'ils ont distribué ce jour-là des gourdes et des plans d'accès à l'eau potable, donc avec tous les points d'eau potable dans Paris, à des personnes qui en avaient besoin. Et je pense que c'était vraiment un temps très fort et un défi aussi pour eux de montrer qu'à leur mesure, même s'ils ne sont pas encore adultes et encore un peu loin de l'être, même si voilà, nous sommes dans... Quel que soit finalement l'environnement, pas besoin de faire des millions de kilomètres pour être utile au final, et leur montrer qu'à leur mesure, eh bien, ils ont un pouvoir d'agir. Ils ont... ils peuvent mettre en œuvre leur infini potentiel créatif, et je peux vous dire que pour les côtoyer au quotidien, leur potentiel créatif est vraiment infini, et les adultes devraient s'en inspirer beaucoup plus qu'ils ne le font. Ouais. Merci pour ce témoignage, Gaëlle. Alors, vous allez nous expliquer, Alice et Antoine, concrètement comment vous avez travaillé. Alice, tu as le micro. Explique-nous sur quoi qu'est-ce que tu as fait exactement? Sur quel projet tu as travaillé? Eh bien, nous avons travaillé sur... Vas-y, parle bien en face du micro. Voilà. Nous avons travaillé sur l'école de la philanthropie. Et tu as fait quoi concrètement? Tu as réfléchi à un projet. Gaëlle nous en a parlé. Qu'est-ce que tu as fait concrètement? Tu venais à l'école le matin, tu travaillais sur des choses concrètes, lesquelles? Où est-ce que tu as visité? Qui es-tu allé voir? Je suis... Parle simplement, tu sais, on est tous émus quand on est devant un large public. Mais en gros, tiens, tu vas me dire ce que c'est pour toi que la philanthropie. Ça, tu as appris. C'est quoi la philanthropie concrètement pour toi? Eh ben, pour moi, c'est quand on pense aux autres et qu'on reste pas là à dire ah ben les pauvres et qu'il faut faire quelque chose pour les aider. C'est aller vers eux. Et aussi sortir de sa bulle, penser aussi aux autres. Antoine, tu as un micro, on va te donner le micro. Est-ce que tu peux nous dire sur quoi tu as travaillé précisément? En premier, on a découvert ce que c'était la philanthropie. Et après, on a fait des choses. Par exemple, on a regardé un film, on a vu des associations, on a fait plein de choses autour de la philanthropie. C'est quoi le plus important pour toi dans ce que tu as fait? C'est créer quelque chose, c'est aller vers les autres, c'est parler avec eux. Qu'est-ce que tu retiens finalement de cette expérience? Moi, je retiens qu'il faut aussi se poser des questions sur les choses. Comme Alice, il ne faut pas rester dans sa bulle. Oui, c'est bien dit, c'est très bien dit. Et est-ce que cette aventure a changé ton regard, la manière de regarder un petit peu les choses autour de toi? Parler avec les gens, est-ce que tu as découvert certaines choses? Oui, un jour, par exemple, j'ai aidé une aveugle à aller dans le métro, que je n'aurais pas fait si je n'avais pas fait ce projet. Alice, qu'est-ce que tous les jours, tous les deux d'ailleurs, je pose la question à tous les deux, qu'est-ce que vous faites tous les jours de philanthrope? Vous avez appris ce que tu m'as défini tout à l'heure, tu nous as défini ce qu'était la philanthropie. Tous les jours, est-ce que tu fais des actions en ce sens? Et si oui, dis-nous lesquelles, tout simplement. Tous les jours, non, mais j'essaie. Par exemple, un jour, j'avais une crêpe et je l'ai donnée aux pauvres. Parle bien en face du micro. Je l'ai donnée aux pauvres, la crêpe. Et voilà, et j'essaye, si je peux, de le faire. Et ça te demande beaucoup de temps? Tu y réfléchis le matin quand tu... Parce que vous avez travaillé quand même sur des actions très précises, comme disait votre enseignant tout à l'heure. Ça change quand vous vous levez le matin, par exemple, vous dites, tiens, je vais penser à ça, je vais penser à cette personne, et puis je vais, en pensant à elle, peut-être penser à faire quelque chose pour elle, et puis je vais en parler avec mon professeur. Est-ce que tu peux me parler de ces choses tous les jours? Ou alors Gaëlle, peut-être, vous pouvez faire l'intermédiaire? Donc nous avons également travaillé sur les enfants porteurs d'un handicap, puisque depuis la rentrée, nous avons accueilli une classe spécifique pour ces enfants.
Et donc nous avons été à la rencontre d'une classe, alors Ulysse dans notre jargon, pour qu'ils puissent porter un autre regard aussi sur la différence. Et peut-être au-delà du jugement hâtif, des idées préconçues, se poser des questions et puis adopter une attitude plus empathique, je dirais. Et je pense que en fait, ces gestes et cette réflexion, elle se voit au quotidien. Alors, ils ont peut-être du mal là à l'exprimer parce qu'ils ont 10 ans et c'est plus intuitif qu'autre chose pour eux. Mais moi, j'ai vraiment pu constater l'évolution entre septembre dernier et aujourd'hui, et cela continue. Et je pense que c'est peut-être aussi la part ingrate de notre métier, c'est que nous ne voyons pas forcément les fruits des graines que nous semons, ces fruits qui arrivent peut-être bien plus tard, et qui sait, peut-être un jour verrons-nous des grands philanthropes une fois adultes. En tout cas, c'est ce que j'espère. Et j'en profite, si je peux dire un mot, pour remercier sincèrement la Ligue de l'enseignement pour son accompagnement de qualité tout au long de l'année, particulièrement mon interlocutrice privilégiée, Éléonore. Et je tiens aussi à vous remercier de nous accueillir aujourd'hui afin de donner la parole aux enfants, de la valoriser et pour qu'elle puisse se propager. Et je souhaite vraiment que de nombreux enfants puissent suivre ce parcours extrêmement riche, porteur d'optimisme dans un monde qui a du mal souvent à l'être. Et je souhaite aussi ajouter un mot concernant le monde éducatif en mentionnant le fait que nous croyons toujours en notre mission. Nous sommes des fervents défenseurs de la citoyenneté. Nous travaillons dur pour cela. Et c'est important que vous sachiez que par monde éducatif, j'entends l'école bien sûr, ses partenaires, mais également et surtout vous tous, parce que nous sommes tous concernés. Merci, très beau témoignage. Alice, tu en parles avec tes copains et tes copines de la philanthropie ? Tu leur dis, il faut le faire ? Tu leur dis ce que toi tu as fait, vous échangez entre vous sur ce que vous faites, parce que c'est une expérience quand même un petit peu, c'est pas l'école traditionnelle finalement, c'est pas de calcul, c'est une belle œuvre. Oui, des fois dans la cour de récréation, on se demande si on a fait quelque chose ces temps-ci de philanthrope. Et voilà, c'est le partage, c'est ce que disait Gaël, c'est vrai, c'est important, ça essaime sur le long terme aussi. Antoine, explique-nous un petit peu, est-ce que tu as un conseil est-ce que tu as déjà des copains ou des copines qui t'ont dit, dis donc, je t'ai vu dans l'école, là, l'école de la philanthropie, c'est quoi ça, est-ce que je peux y aller moi aussi ? Est-ce que vous avez eu ce genre d'échange ou pas ? Ça les intéresse pas forcément ? Non, pas trop, parce qu'ils ne savent pas vraiment ce que c'est. Quand on a appris, on voit que c'est bien. Et donc tu leur dis, toi, tu vas vers eux en disant, tiens, tu vois, moi j'ai fait ça, toi tu devrais le faire aussi. Oui, j'ai dit à une amie qui n'était pas dans ma classe, j'ai dit que j'avais aidé un handicapé, elle m'a dit « Oh, t'as de la chance !» Voilà, donc c'est un conseil que tu leur donnes. Merci à tous les deux. Professeur Compagnon. Il ne faut pas hésiter d'ailleurs, professeur. Si vous voulez leur poser des questions, vous êtes le bienvenu aussi. Alors, tiens, voilà, pardon, le micro. Vous avez travaillé sur l'eau, si j'ai bien compris. Et alors maintenant, chaque fois que tu bois un verre d'eau, tu penses qu'il faut faire attention, qu'il y a des gens qui n'ont pas d'eau, qu'il ne faut pas gaspiller de l'eau? C'est une idée qui te reste dans l'esprit? Antoine? Oui, parfois, moi, quand je vois ma mère, elle fait, elle fait une salade, et elle fait couler de l'eau pour la laver, et elle part faire autre chose. Regardez. Et le robinet coule, c'est ça? Oui, mais... Alors, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, maman, coupe le robinet, tu gaspilles de l'eau, etc. Voilà, ça une belle initiative. C'est encourageant, professeur, tout ça, non? Je suis heureux, oui. Je suis heureux. Ouais. Je suis heureux de voir des enfants au Collège de France, d'abord. J'espère qu'ils reviendront. Vous savez, les gens confondent souvent le Collège de France avec un collège qui est en France. Et comme ils seront bientôt au collège,
Ils vont revenir ici. Ouais. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces enfants et puis à leurs enseignants J'ai à d'abord travers envie de leur dire ces initiatives? que moi, à leur âge, sans doute, je ne connaissais pas ce mot de philanthropie. Hein. La plupart des enfants CM2, c'est un mot compliqué, c'est un mot qui vient du grec. C'est pas un mot qui est dans la culture française. C'est un mot anglais. Ça nous vient de l'anglais. Au XIXe siècle, pratiquement, ce mot... il y a eu une époque où le mot de philanthropie a été un peu à la mode en français. C'est au fond sous la monarchie de Juillet, où c'était un complément de la révolution industrielle. Mais après la révolution de 48, on n'a plus voulu parler de philanthropie. C'est un mot protestant aussi. C'est un mot protestant, la philanthropie. C'est pas tellement dans la culture catholique. Donc il est revenu en France. Hein. Il était absolument absent du lexique français jusqu'aux années 80-90. Hein. Donc c'est très important de voir qu'il a percé. C'est probablement un changement de culture assez important dans ce pays. Et c'est bien que ça commence par l'école. Parce que vous parlez du mécénat et en particulier de la philanthropie. Vous parlez en particulier du mécénat des entreprises, mais le mécénat, ce sont d'abord des individus. Et ça commence avec des individus, des hommes et des femmes. Alors justement, j'ai envie de vous poser la question, et ça va intéresser Alice et Antoine. Qu'est-ce qui vous a... c'est un peu la même question d'ailleurs que je leur ai posée tout à l'heure. Qu'est-ce qui est à la base de votre engagement, vous, finalement, dans ce que vous faites aujourd'hui? Écoutez bien, les enfants. Parce que... Bon, alors, moi j'ai passé beaucoup d'années de ma vie aux États-Unis. J'ai fait une partie de mes études scolaires, secondaires aux États-Unis, puis j'ai enseigné longtemps aux États-Unis. Donc il est peu concevable dans cette culture anglaise ou américaine de ne pas avoir d'action philanthropique et de l'ordre de mécénat. Alors c'est ça qui me frappe avec des enfants d'aujourd'hui. Par exemple, un jeune Américain qui est candidat à une bonne université américaine, s'il ne peut pas mettre dans son CV qu'il y a des actions de nature philanthropique, puisque c'est le mot qui est aujourd'hui choisi en France, ses chances sont diminuées d'aller dans une bonne université. Alors je suis assez curieux de voir que ce type de mouvement culturel important est peut-être en train de se produire en France, où il sera important d'avoir une expérience, quelle qu'elle soit, d'aide pour être admis dans tout ce qui peut être sélectif. Oui. Puis l'autre élément que j'indiquais, c'est je crois que le mécénat commence avec des individus. Ce sont des individus qui donnent. Et alors là, je parle moins d'action que financièrement. Hein. Ce sont des individus qui contribuent. Et puis, quand ils se trouvent dans des entreprises ou en tête d'entreprise, les entreprises contribuent à ce financement. Mais ce qui manque encore aujourd'hui en France, dans la culture française, c'est le mécénat individuel. Hein. Aux États-Unis, il y a une règle, rule of thumb, qui est en gros 10% de ses revenus. 10% de ses revenus qui sont de l'ordre de la philanthropie ou du mécénat. Bon, on en est très très loin. En France, j'ai entendu Alain Supiot, quand qui est arrivé, qui parlait de cette confiance en l'État pour tout ce qui est de l'ordre de l'action et de l'intérêt général. Mais il est assez évident que c'est en train de changer en France, et donc je suis très intéressé de voir ces enfants ici qui représentent ces nouvelles générations et une culture qui n'était pas la nôtre lorsque j'étais enfant. Enfin, il y avait d'autres moyens. N'oublions pas que le mot, en anglais, il y a deux mots, philanthropy et charity. Hein, et les deux mots ne sont pas synonymes. Au fond, quand on pense en anglais,
Charité s'attache aux conséquences, philanthropie s'attache plutôt aux causes et remonte à ce qui provoque. Et depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. On parlait d'eau tout à l'heure, justement. Il y a eu la Fondation Rothschild, la Fondation de France, qui ont permis justement cette école de la philanthropie. Finalement, le mécénat, c'est une rencontre entre des femmes, des hommes, des idées. Oui, j'entendais quelqu'un dire tout à l'heure en arrivant que c'était un rapport de confiance qui s'établissait. Quand on finance une action, on commence en effet par... il y a beaucoup de causes pour lesquelles on est en mesure de donner, de contribuer. Et donc, en effet, il y a un rapport de confiance qui s'établit entre ceux qui sont volontaires. Oui. Pour contribuer. Gaëlle, c'est important pour vous, ce rapport humain, justement, dans le... On va vous redonner un micro, pardon. Oui, bien sûr, extrêmement important. Et puis, Là, vous avez pris conscience vraiment, depuis quelques années maintenant, de la puissance du mécénat et des fondations, de l'importance des fondations. Oui, tout à fait. En fait, nous avons l'impression souvent d'être un peu seuls quand même dans notre métier, cloisonnés entre quatre murs, alors que nous formons bien quand même des futurs citoyens qui sont sollicités, qui sont à même de s'engager, d'agir sur leur environnement, même, comme vous l'avez vu, même à leur âge. Et donc, c'est essentiel à la fois que l'école s'ouvre au monde et que le monde entre à l'école. Donc, c'est pourquoi la responsable de l'association L'eau et le pont est venue présenter bien leur travail, le travail qu'ils effectuent dans la classe. Mais d'autre part, notre classe est sortie également. Et c'est essentiel d'avoir aussi cette expertise de partenaires qui peuvent bien nous ouvrir un champ des possibles autres, puisque à notre mesure, nous ne pouvons pas tout maîtriser non plus. En tant qu'enseignants du primaire, nous sommes polyvalents, mais nous ne pouvons pas non plus agir sur tout. Et nous n'avons pas le temps non plus, malheureusement. Donc c'est pour ça que ce genre de partenariat, ce genre d'initiative, tout en confiance, effectivement, est essentiel. Antoine, qu'est-ce que demain tu vas à l'école cet après-midi ou ces vacances-là? Oui, c'est l'école quand même. On bosse, c'est bien. Qu'est-ce que tu penses à faire quelque chose demain, par exemple? Est-ce que tu réfléchis à une action? Moi, je réfléchis pas trop. C'est quand je vois quelque chose, spontanément, je vais le faire. Je vais pas me dire ce matin, je vais prendre du sou, je vais donner aux pauvres. C'est super. Merci beaucoup. Merci Alice. Merci. Merci Gaëlle. Merci professeur. Merci beaucoup.